Donc aujourd'hui, on va parler sur la paralysie faciale. Donc d'abord, on va commencer par un rappel anatomique sur le nerf facial. Donc le nerf facial, donc c'est le nerf 7. Donc c'est c'est un nerf qui va commencer donc à partir du pont du tronc cérébral. Donc son noyau moteur, il est localisé au niveau du pont. Donc ce qu'il faut savoir que dans les nerfs crâniens, donc, dans la majorité des cas, donc le nerf, il va aller d'une façon directe, il va sortir d'une façon directe du noyau, de son noyau à partir du tronc cérébral, à l'exception donc du nerf facial, là où il va donner un demi-cercle, donc il va former un demi-cercle tout autour du noyau du nerf 6, le nerf abducens, et donc il va former une saillie au niveau du quatrième ventricule, ce qu'on appelle le colliculus facial. Donc, après sa sortie donc, du tronc cérébral, donc là, il va passer à travers l'ongle ponto-cérébelleux. Ce qu'il faut savoir, qu'on est en train de parler du contingent moteur du nerf facial. Il y a une autre composante, c'est la composante parasympathique qui est représentée en violet et qui est responsable de la sécrétion lacrymale et de la sécrétion salivaire. Il a une autre composante qui est responsable donc de l'aspect de la sensibilité donc douloureuse et du tact de la langue et encore même donc on a les responsables du goût du deux tiers antérieur de la langue. Il faut savoir que la partie parasympathique et la partie qui est responsable de l'aspect sensoriel et de la sensibilité, ils vont former ce qu'on appelle le nerf intermédiaire qui fait partie du nerf facial. Du nerf facial. Bon, ce qu'il faut savoir, après la sortie de l'angle ponto-cérébelleux, le nerf facial, il va entrer dans le conduit auditif interne avec bien sûr le nerf cochléo-vestibulaire, le nerf 8. Et donc, jusqu'à cette zone-là qui est représentée en rouge, donc c'est le ganglion géniculé qu'il faut le savoir parce que si on a par exemple le zona, donc le virus herpes zoster, donc, son début, il va commencer à partir du second ganglion géniculé, et puis ce virus, il va voyager dans le canal facial, qui c'est un canal osseux, et donc il va provoquer l'inflammation et l'atteinte du nerf facial. Il va donner une paralysie faciale périphérique, et le virus, il va aller jusqu'au l'arrivée de la membrane tympanique, là où il va donner des vésicules, et il va donner un liquide hémorragique, tout ça, il va entrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Ramsay-Hunt. Bon, pour notre nerf facial, donc après de ce ganglion géniculé, il va entrer dans la caisse du tympan, là où on a un canal osseux, c'est le canal facial. Donc, c'est pas tous les contingents du nerf facial qui vont continuer dans ce canal facial. Par exemple, la partie qui va aller vers le ganglion, vers les glandes de lacrymale, elle va séparer du nerf à partir de cette zone. Donc, ils vont monter jusqu'aux glandes lacrymales. Donc, et puis donc dans la partie dans sa partie dans la partie postérieure de la caisse du tympan, là on a une branche qui va aller vers le muscle stapédien et donc qui a pour le rôle donc de stabiliser le muscle stapédien. Par exemple, si on a une atteinte dans cette zone-là, donc le patient il va avoir une hyperacousie, donc il va être dérangé même par les bruits qui sont simples. C'est pour cela, il y a une question qu'on pose pour le patient, est-ce qu'il y a une hyperacousie ou non, pour savoir est-ce que l'atteinte, elle est extracrânienne ou elle est intracrânienne, donc du nerf facial. Bon, ce qu'il faut savoir qu'on est en train de la partie on est en train de parler du deuxième neurone, donc c'est du nerf facial. Le nerf facial, c'est le deuxième neurone, alors qu'on a un autre neurone, c'est le premier neurone qui est responsable du contrôle. Donc il va venir à partir du cortex, donc ce qu'on appelle le neurone cortico-nucléaire. Donc il va commencer dans la partie corticale, ce qu'on appelle le lobule rolandique ou l'opercule. Donc, et puis il va aller jusqu'au notre noyau moteur, c'est le noyau, c'est le noyau du nerf facial. Il faut savoir que le premier neurone, donc il est vascularisé par l'artère sylvienne, donc superficielle. Si on a une ischémie, donc ou un AVC, au niveau de ce territoire-là, on va voir une paralysie faciale qui est centrale parce qu'elle va toucher, bien sûr, le premier neurone. Bon,
Pour faire le distinguo donc, entre une paralysie faciale centrale et périphérique, il faut savoir que le noyau moteur du nerf facial, il est divisé donc, dans la réalité en deux. Une partie supérieure, donc cette partie supérieure, elle va recevoir donc deux neurones. Un neuron qui va venir à partir du côté homolatéral et un neuron qui va venir à partir du côté contralatéral. Alors que la partie, donc, la partie inférieure du noyau moteur, donc elle va recevoir donc le neurone à partir du côté contralatéral. Seulement du côté contralatéral. Bon, après, donc, on va voir la formation du nerf facial proprement dit. Donc, si on a une paralysie faciale périphérique, donc la lésion, elle est soit nucléaire, soit elle est infranucléaire, comme elle est représentée en noir. Là, on va voir donc une lésion donc de deux nerfs, donc ils vont de deux contingents qui vont innerver soit la partie supérieure de la face, soit la partie inférieure de la face. On va voir une paralysie de l'hémiface. Si on a donc une paralysie centrale, donc la lésion elle est haute par exemple là, elle est localisée au niveau de la capsule interne qui est le plus souvent touchée lors des AVC et donc pour la partie supérieure du noyau, donc de la partie supérieure du noyau, on ne va pas avoir un problème parce qu'on a double innervation du côté homolatéral et du côté contralatéral, mais le problème, il va se localiser au niveau de la partie inférieure du noyau moteur. Là, on va voir l'innervation, elle est du côté contralatéral et donc ce neuron-là, il a subi une lésion. C'est pour cela que la paralysie, elle est localisée au niveau de la partie inférieure de la face et cela, il va entrer dans ce qu'on appelle la paralysie faciale centrale. Bon, là, on a un exemple, donc, c'est le syndrome de Miller-Gubler. Donc, là, on va voir ce qu'on appelle le syndrome alterne, donc, qui va associer une paralysie d'un hémicorps contralatéral à la lésion et qui va respecter la face avec une paralysie d'une S7 de type périphérique. Pourquoi? Donc, parce que c'est un AVC protubérantiel qui va toucher le noyau, donc le noyau du nerf moteur. Et quand on a une atteinte du nerf moteur, du noyau du nerf facial, on va voir une paralysie faciale périphérique et donc on va voir une paralysie de l'hémiface du même côté de l'AVC protubérantiel. Et pourquoi que l'hémiplégie elle est contralatérale? Parce que la voie descendante qui va innerver de l'hémicorps, elle n'a pas encore subi la décussation et donc on va voir une paralysie du contrôle latéral, du côté contrôle latéral. Pour les étiologies de la paralysie faciale, donc on va commencer par la paralysie faciale à Frigore. Donc c'est une paralysie périphérique, c'est la paralysie la plus fréquente. C'est une paralysie qui est idiopathique, donc elle est dite à Frigore ou aux paralysie du Bell. Donc cette paralysie-là, donc c'est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer toutes les étiologies de paralysie faciale pour dire que c'est une paralysie faciale à Frigore. Donc il faut savoir qu'elle a une installation brutale et elle est sans cause évidente, mais dans sa physiopathologie, donc le problème il est dû à une infection par le virus herpes simplex et donc on va voir donc une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire, elle va se diriger d'une part contre le virus et d'une autre part contre la partie qui est du nerf facial qui est localisée au niveau du canal facial. C'est pour cela qu'on va voir cette paralysie qui est périphérique, c'est une paralysie qui est périphérique. Le traitement, donc, on va baser sur la cyclovir. Il faut savoir que le plus souvent, elle est de bon pronostic, mais elle peut, dans certains cas, ne pas être donc réversible. Bon, pour la paralysie faciale au cours d'une infection, donc on a parlé du zona au début, donc, et puis on a les otites moyennes aiguës, bien sûr, on a les atteintes des méninges, donc ce sont les méningites beaucoup plus, donc qui sont chroniques, comme pas les méningites fongiques, et on a les méningites qui sont dues au BK, donc tuberculose là, donc parce qu'il y a des adhérences qui vont altérer le trajet neurologique, alors que pour les oreillons sont dus au virus d'oreillon, donc c'est un virus qui va venir à partir de la voie respiratoire, il va se multiplier dans la muqueuse respiratoire et au niveau donc des ganglions du cou, et puis ils vont avoir une virémie par le sang, et à partir du sang, il va aller vers les parotides, et là il va provoquer une parotidite, une inflammation, une augmentation du volume des parotides, un problème de déglutition, sans oublier qu'il peut toucher
testicules, il peut donner un problème de fertilité, En plus de ça, dans le tableau clinique, il peut donner une paralysie faciale. Bon, pour on a encore les infections à VIH et on a la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est découverte dans la ville de Lyme, qui est due donc à une morsure de tique, donc qui va transférer vers l'être humain, donc la borrelia, donc qui va passer donc dans le sang et dans leur tableau clinique, on peut trouver une paralysie faciale. Bon, pour les maladies faciales et tumeurs, donc on a le méningiome, les méningiums, donc quand ils vont s'installer au niveau, ce qu'on appelle l'angle ponton-cérébelleux, et donc le méningiome, quand il va s'installer au niveau de cette zone-là, il ne va pas toucher seulement le nerf facial, il va toucher même le nerf 5 qui est en haut, donc dans le plafond, donc et il va toucher bien sûr, le nerf 9 qui est en bas, donc au-dessous du nerf facial. Bon, pour la deuxième étiologie, donc c'est le neurinome bénin de l'acoustique. Donc c'est une tumeur qui va s'installer au niveau du conduit auditif interne, mais qui va s'installer au niveau du nerf vestibulaire. Et malgré s'installe au niveau du nerf vestibulaire, elle est appelée le neurinome de l'acoustique. Cela, c'est pour la raison à cause de sa clinique. Donc la tumeur, elle va commencer au niveau de la partie vestibulaire et elle va pas donner du vertige parce que l'autre oreille et le système nerveux central, ils vont compenser cette atteinte vestibulaire alors que la partie donc cochléaire, elle va subir une compression et elle va donner une surdité qui est progressive parce que c'est une tumeur qui va augmenter de volume d'une façon progressive. Ce qu'il faut savoir, que cette tumeur-là, elle va commencer au niveau de cette zone-là, donc au début du conduit auditif interne. Pourquoi? Parce que cette tumeur, elle va commencer à partir des cellules de Schwann. Et les cellules de Schwann, on les trouve au niveau de la partie initiale du conduit auditif interne. Alors, si on est dans l'angle ponto-cérébelleux, là, les nerfs sont donc le nerf facial, il est entouré par les cellules les gangliodendriocytes et non pas les cellules de Schwann. Et c'est pour cela que n'est pas le neuronome de l'acoustique qui ne va pas toucher cette zone, sauf quand il va augmenter de volume et il va sortir du conduit auditif interne et il va arriver là au niveau du l'angle ponto-cérébelleux. Il a le risque, s'il peut provoquer une hypertension intracrânienne, il va abolir le réflexe cornéen parce qu'il va toucher le nerf 5, le nerf 5. Et donc, tout ça, c'est à propos du tumeur, le neurinome de l'acoustique. Bon, après, on a la paralysie faciale. Après un traumatisme, bien sûr, lors d'un choc ou un accident, on peut avoir une paralysie faciale qui est périphérique. Puis on a la paralysie faciale au cours d'une maladie, donc par exemple le diabète, là elle va entrer dans ce qu'on appelle les neuropathies périphériques qui vont être provoquées par le diabète. On a la sclérose en plaques, elle va toucher la partie qui est intracrânienne et non pas extracrânienne, parce que la sclérose en plaques, elle va toucher donc les cellules les gangliodendriocytes. Et puis on a le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, donc, il est dû à une infection par le Campylobacter jejuni qui va provoquer une gastro-entérite. Donc, suite à une gastro-entérite, le plus souvent qui est due au Campylobacter jejuni, on va voir une réponse immunitaire qui va se diriger contre le Campylobacter jejuni. Et alors, donc, par coïncidence, on va voir un mimétisme entre la paroi du Campylobacter jejuni et les composantes de myéline des nerfs. Et c'est pour cela qu'on va voir cette atteinte neurologique périphérique qui va donner une paralysie ascendante qui peut toucher même le nerf facial. Alors que, en dernier lieu, on a la sarcoïdose, c'est une maladie donc auto-immune dont sa manifestation neurologique, la manifestation neurologique la plus fréquente dans la sarcoïdose, donc c'est la paralysie faciale. Et merci.